Bonjour à tous, mon nom est Ilona Boisdrivet, assistante de recherche au laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal. Merci d'être présent virtuellement et de participer à cette première séance de notre cycle de conférences, les webinaires de l'industrie. Ce cycle de conférences se veut un regard pratique sur l'usage concret qui est fait des technologies les plus récentes, notamment de l'intelligence artificielle, par les différents acteurs du secteur privé du milieu. En plus de s'attarder au fonctionnement et à l'efficacité et aux nouvelles possibilités qu'apportent ces technologies, nous aborderons l'impact de celles-ci sur la pratique des juristes, que ce soit en entreprise ou en cabinet, sur l'accès à la justice pour les justiciables et sur les réalités du milieu et les transformations qui en découlent. Pour entamer cette discussion, nous accueillons aujourd'hui Charles Lessieur, cofondateur de I Agree AI, une start-up basée à Montréal qui a créé un programme d'intelligence artificielle entraîné à lire les conditions d'utilisation afin d'attirer l'attention de ses utilisateurs sur les points les plus importants à considérer. Charles, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de parler davantage d'iAgree, je vous propose de vous présenter à notre audience et de discuter de votre parcours. La parole est à vous. Oui, merci beaucoup. Merci, Ilana. Bonjour à tous. Effectivement, donc, comme ça a été précisé, je suis le fondateur de iAgree.ai et je pense que le plus simple, j'ai une présentation relativement rapide, mais qui va juste permettre d'avoir un peu un support visuel pour qu'en quelques minutes, en fait, tout le monde soit capable de comprendre un peu plus de quoi il en retourne. Donc, je vais partager mon écran. OK. Est-ce que tout le monde voit mon écran tout de suite? Oui. Oui, OK, parfait. Donc, en fait, tout est parti d'une observation assez simple qui est moi-même en tant qu'utilisateur, que peu importe ce que je voulais faire sur Internet, j'étais constamment confronté en fait à des cases qu'il fallait que je coche pour dire que j'acceptais quelque chose. Et bien évidemment, comme la majorité des gens, j'avais tendance à pas les lire jusqu'au jour où je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je m'en occupe. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis un peu plus renseigné sur le sujet et que j'ai découvert sans surprise que bien évidemment, je n'étais pas le seul à pas les lire. Une énorme majorité de gens qui ne les lisent pas. Ici, c'est des statistiques qui ont été faites par une université américaine où ils n'ont pas demandé aux gens, parce que quand on demande aux gens, il y a un certain pourcentage qui a tendance à dire oui, oui, moi, de temps en temps, je les lis. Là, l'étude était vraiment, c'était comme une espèce d'étude de cas. Ils voyaient combien de temps les gens passaient avant de cliquer j'accepte pour passer à l'étape suivante. Et quand c'était moins de quelques secondes, c'était évident qu'évidemment, il l'avait pas lu. Donc ça, c'était en soi pas vraiment une surprise de découvrir ça. On a voulu ensuite aller creuser, essayer de comprendre, bien évidemment, pourquoi est-ce que les lisait pas. Puis là-dessus, deux facteurs principaux qui sont assez faciles à deviner pour toute personne qui un jour a cliqué sur le lien pour lire pour voir les conditions. Moi, c'est la longueur de lecture. Donc là-dessus, c'est la même chose. Il y a une étude qui a été réalisée pour montrer que si on devait lire les termes et conditions et politiques de confidentialité de tous les services qu'on utilise quotidiennement, eh bien, ça demanderait 76 journées de 8 heures de travail à l'utilisateur moyen. Et ensuite, il y a la complexité de lecture. Donc, c'est sûr que pour une audience comme ici d'avocats, ça fait partie des choses auxquelles vous êtes entraînés. Mais pour monsieur et madame tout le monde, de devoir lire ce texte-là, c'est particulièrement difficile. Et les textes de lecture qui ont été appliqués montraient qu'en général, il fallait à peu près l'équivalent en fait, d'un diplôme universitaire pour pouvoir les lire et comprendre dans les grandes lignes ce qui a été mentionné. Donc, c'est ça le coût de la lecture, c'est le temps et la difficulté de la lecture, qui sont donc finalement deux attentes qui sont relativement déraisonnables vis-à-vis du consommateur ou vis-à-vis de l'utilisateur final. De lui demander de devoir lire ça, c'est comme ça que le système est bâti, mais dans la réalité des faits, c'est évidemment quasiment irréalisable. Donc maintenant, la question qu'on s'est posée ensuite, ça c'est le coût de la lecture. Quel est le coût de la non-lecture?
Donc, quand on a cherché des exemples là-dessus, ce qu'on a trouvé assez rapidement étaient des choses absurdes. Donc, c'était des tests qui avaient été réalisés dans lesquels, dans les termes et conditions, les gens avaient caché des clauses pour montrer en réalité finalement ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que personne ne les lit. Donc, il y a eu des tests qui ont été faits avec des clauses qui disaient que les gens s'engageaient à donner leur premier enfant ou avoir une récompense de 10 000 $ qui était cachée à la première personne qui le demandait. Donc, encore une fois, ça montrait quelque chose que finalement on savait déjà. La question que je me posais vraiment fondamentalement, c'est quel est le risque réel? Qu'est-ce que j'encours à accepter ces termes et conditions sans les lire? Et donc, en faisant cette recherche-là, c'est à ce moment-là qu'on est tombé sur un exemple assez marquant qui est celui des pièges à l'inscription. Donc, en réalité, c'est d'ailleurs un cas qui est arrivé au Canada. Donc, c'est une dame qui a vu des crèmes à un essai gratuit où il fallait payer uniquement les frais d'envoi. Et puis, quelques mois plus tard, elle a découvert des charges allant jusqu'à 400 $ sur sa carte de crédit. Et donc, quand elle a appelé la compagnie en question, puisqu'elle pensait que c'était un essai gratuit, eh bien, elle s'est vue rétorquer que c'était ce qui était écrit dans les termes et conditions. Donc, juste une vue d'ensemble là-dessus. Les cas les plus graves, les cas les plus importants, ceux qui se retrouvent devant les tribunaux américains, représentent à eux seuls 1,4 milliard de dollars. Donc, quand on a continué de creuser après avoir vu ce cas, on a découvert que ce n'était évidemment pas un cas isolé et qu'en fait, c'est une méthode qui existe. Il y a des gens un peu scrupuleux qui utilisent cette approche de faire donc des essais gratuits payer uniquement pour les frais de transport, ce qui permet d'obtenir le numéro de carte de crédit et puis ensuite d'aller cacher dans les CGU que j'ai écrits ici, qui sont donc les conditions générales d'utilisation, qui est la traduction française de termes et conditions. Et puis, en continuant de creuser, on a vu que 18% des problèmes d'achat sur Internet étaient en fait justement liés à une incompréhension des termes et conditions. Donc ici, c'est des cas qui sont marqués où clairement, je pense qu'il y a une intention malhonnête d'aller cacher quelque chose dedans. Mais si on regarde le problème dans son ensemble, parfois, ce n'est pas forcément une malhonnêteté de la part du vendeur, c'est juste une incompréhension entre les deux parties qui amène à des problèmes et ça représente à peu près un cas sur 5 des problèmes d'achat sur Internet sont liés à cette incompréhension-là. Ce qui est particulièrement marquant ici dans les pièges à l'abonnement, c'est qu'évidemment, on cible une population, enfin des populations plutôt vulnérables. Donc, des gens qui sont moins à l'aise avec la technologie, des gens dont ce n'est pas la première langue. Donc, c'est encore plus compliqué pour ces gens-là de se familiariser avec les termes et conditions qu'ils s'apprêtent à accepter. Et donc, c'est particulièrement, j'ai tendance à dire particulièrement énervant et puis remontant pour nous dans notre vision de la solution qu'on veut créer, c'est qu'on veut aider aussi forcément les gens qui en ont le plus besoin. Donc, partant de cette espèce de constat général du problème, on a utilisé nos compétences et nos connaissances dans le milieu très prometteur de l'intelligence artificielle. Et notre vision, c'est de créer un algorithme qui va être capable en fait de passer à travers la grande majorité de ce texte pour identifier des clauses qui, justement, feraient référence au piège à l'abonnement. Mais même un petit peu au sens plus large, tous les frais additionnels qui pourraient être glissés dans ces termes et conditions et potentiellement même jusqu'à aller dans les politiques de confidentialité ou aller regarder, comprendre la collecte et le partage de données qui peut être fait. Donc, ça, c'était encore une fois, notre idée de départ. On l'a depuis atteint forcément plusieurs objectifs. Le numéro 1, c'est d'avoir construit une extension navigateur. Donc, je vais la montrer en une image, du moins en action, à la prochaine slide. Mais c'est notre idée, c'est d'avoir quelque chose qui est facile à utiliser pour l'utilisateur. La deuxième chose qu'on a voulu faire, c'est qu'évidemment, était une compagnie basée à Montréal. On voulait un modèle qui est capable de comprendre le français et l'anglais. Et donc, on a réussi à construire un modèle qui a un taux de précision de 91%. Donc, ça veut dire que 9 fois sur 10, grossièrement, quand il identifie une clause comme importante, 9 fois sur 10, il l'a fait correctement. Et à l'inverse, quand il en identifie une comme non importante, 9 fois sur 10, c'était bon. Donc, c'est des résultats qui sont relativement bons. Il y a encore une marge d'amélioration. C'est sûr qu'on n'est pas dans le domaine médical, donc l'erreur ne coûte pas la vie de quelqu'un. Mais sachant que le terme et conditions moyen a à peu près 300 clauses, ça veut dire qu'il
il y a potentiellement une marge d'erreur de 3 fois 10. Et ce qu'on a réussi à voir, c'est qu'en fait, on réduit le texte d'environ 95%. Et ça, c'était un peu une volonté de notre part. C'est qu'on se doute qu'évidemment, moins il y a de texte à lire, plus quelqu'un est à le lire. Donc, c'est ça qui est important, c'est de lui montrer des phrases importantes, mais c'est aussi vraiment de faciliter ce travail pour l'amener à lire de plus en plus. Et puis, ça fait aussi un peu partie du processus qu'on veut faire, qui est finalement petit à petit d'éduquer en fait la population à force de l'utiliser sur 3, 4, 5 termes. Mais en fait, on commence à créer une certaine logique. Il commence à comprendre ce à quoi il doit s'attendre, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, etc. Donc, voici l'extension en action. Donc, ça, c'était typiquement justement un de ces sites de pièges à l'abonnement. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y avait un total au départ, enfin, vous ne le voyez pas, mais il y avait un total de 5200 mots qu'on a réduit ici à un total de 307 mots. Donc, ce qui fait forcément une réduction de 94% ici. Donc, comme je le disais, c'est forcément beaucoup plus facile de lire 307 mots, même si c'est du jargon potentiellement technique, même si c'est une langue, enfin un jargon qu'on n'est pas habitué à l'utiliser. Plus c'est court, plus c'est facile de s'y pencher puis de s'y concentrer quelques minutes. Donc, ce que vous voyez ici, c'est donc évidemment un navigateur qui est arrivé sur le site, qui est arrivé sur la page. La petite encoche ici à droite, c'est donc l'extension en elle-même qui détecte en fait le moment où l'utilisateur va accepter les termes et conditions. Donc, on cherche à casser évidemment l'habitude actuelle qui est simplement de cocher la case puis de passer à autre chose. On veut intervenir puis rappeler à l'utilisateur, attention, tu es en train d'accepter quelque chose. Est-ce que tu veux qu'on l'analyse? Et puis, quand c'est le cas, l'analyse du texte au complet. Donc, ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on est capable d'aller voir un site qu'on n'a jamais vu. Et ça va être un site qui est sorti hier, qui a des termes et conditions que la machine n'a jamais vus. Elle est capable avec l'entraînement qu'elle a reçu, de passer à travers en fait et d'identifier des clauses, même si bien évidemment, fois, ça peut être des tournures de phrases différentes, etc. On a un très, très bon taux à 91% aujourd'hui. Ce que vous voyez aussi sur la droite, c'est donc les classes qu'on regroupe. C'est-à-dire que l'analyse est faite pour non seulement identifier les clauses importantes, mais on les a catégorisées selon une certaine logique qui est principalement évidemment d'aller identifier des coûts supplémentaires, d'aller trouver s'il y a des clauses d'abonnement, des clauses de renouvellement d'abonnement et des clauses de conditions d'annulation d'abonnement particulièrement difficiles. Donc, ce qu'on entend par difficile, c'est tout ce qui va être au-delà de simplement se connecter à son compte et le désactiver. Donc, toutes les clauses qui vont demander croyez-le ou non, d'envoyer un courrier pour annuler l'abonnement, d'envoyer un fax, même dans certains cas, on l'a vu, ou même des choses qui sont, pour annuler votre compte ou pour annuler votre abonnement, vous devez nous téléphoner. Et là, évidemment, quand c'est des comptes peu scrupuleux comme ici, vous allez attendre longtemps au téléphone avant de parler à quelqu'un. On cherche à identifier aussi les charges automatiques sur les cartes de crédit, la collection d'informations personnelles, le non-remboursement et potentiellement red flag. Donc, dans red flag, c'est principalement des clauses qui visent à permettre à la compagnie de changer les termes à tout moment. Ça, à peu près toutes les compagnies ont une clause comme ça qui dit qu'à tout moment, ils peuvent changer les termes. Mais là où nous, ce qu'on identifie comme red flag, c'est quand en plus, il y a une condition qui est on peut les changer à tout moment sans même vous avertir. Donc là, c'est particulièrement alarmant pour nous et on pense que c'est un des points principaux. On sait un peu à qui on a affaire quand on s'apprête à partir en affaires avec quelqu'un qui veut pouvoir à tout moment changer les conditions du contrat sans même vous en avertir. Donc, c'était les classes. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on l'applique principalement aux termes et conditions, mais vous pouvez imaginer que c'est finalement assez facile d'utiliser ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour l'appliquer à l'ensemble des contrats consommateurs. Donc, j'insiste là-dessus, vraiment les contrats consommateurs. On ne cherche pas à faire des contrats de business to business, on cherche vraiment à rester sur le domaine consommateur. Donc, ça fait le tour un peu l'introduction que je voulais faire. Et puis, je pense que ça va être plus intéressant de passer à un mode de questions et de dialogue. Donc, je vais laisser Ilona reprendre la parole.
Merci beaucoup et merci aussi pour cette entrée en matière. Je pense que ça donne une bonne idée de, de de votre but, puis aussi de votre raison d'être, qui est vraiment très importante, puis qui favorise aussi l'accès à la justice, qui est quand même quelque chose qui, à travers les technologies, peut être fait, puis ça, c'en est un très bon exemple. J'ai vu sur votre présentation sur le site Internet que vous étiez à une version bêta. Est-ce que c'est encore le cas? Oui, alors on a une Oui. version bêta qui est évidemment de plus en plus aboutie. Mhm. On s'apprête à lancer la version bêta publique, idéalement plus tard cette semaine ou plus tard. Donc, d'ailleurs, j'invite les gens OK. que ça intéresse éventuellement à se rendre sur notre site. Et puis, il y a un très, très rapide questionnaire. On pose juste une question et on demandera l'adresse courriel pour envoyer l'invitation à la bêta publique qui, encore une fois, devrait sortir au plus tard la semaine prochaine. C'était pour évidemment mesurer, continuer d'améliorer tout ce qu'on voulait faire, mais c'était important pour nous d'avoir très, très rapidement un produit qu'on mettait dans les mains d'au moins quelques personnes, juste pour avoir du retour, pour savoir ce qu'on faisait, pour continuer à collecter aussi de l'information à travers les différents sites Internet. On veut continuer de l'appeler bêta pendant longtemps. On prend un peu une ligne de chez Google ici où en appelant les choses bêta, on sait qu'on tempère un peu les attentes des utilisateurs. C'est important pour nous que l'utilisateur ne se fie pas à 100%, que ce soit clair dans sa tête qu'à la fin, au bout de la journée, c'est lui qui est responsable de ce qu'il va accepter. Et nous, on pré-mâche le travail, mais au bout de la ligne, s'il décide d'accepter ces termes et conditions, ben, il est tenu par l'ensemble du contrat et pas uniquement par les clauses qu'on aurait identifiées. Donc, c'est vraiment important que l'utilisateur comprenne ça. Donc, en continuant d'appeler ça bêta, je pense qu'on protège un peu de ce côté-là. Mhm. Et puis, de, donc, vous avez commencé par offrir une version bêta. Les gens pouvaient s'inscrire, recevoir votre programme, et puis après ça, vous envoyez des commentaires. Et là, cette semaine, vous allez lancer une version bêta publique où là, c'est vraiment accessible à qui le veulent. Oui, OK. c'est ça. C'est-à-dire que là, vraiment, on va être trouvable sur l'App Store, en fait, des extensions Chrome et des différents navigateurs. Donc, on pourra pouvoir chercher et nous trouver et puis l'installer automatiquement. Alors que jusqu'à maintenant, en fait, quand on faisait l'installation, il fallait nous demander une clé spéciale d'installation pour pouvoir le faire. D'accord. Puis, j'imagine que grâce à ces utilisations-là, vous avez pu récolter des commentaires. J'imagine aussi Oui, que souvent, les commentaires qui reviennent, c'est les mêmes. Puis, est-ce qu'il y a des commentaires qui sont arrivés que vous n'aviez pas nécessairement prévus? Oui, c'est une bonne question. En fait, ben, il y a deux niveaux de commentaires. C'est-à-dire qu'il y a un commentaire général sur l'application, c'est-à-dire que je suis allé sur tel site et ça n'a pas fonctionné ou ce serait mieux, tu sais, l'affichage n'a pas fonctionné ou il y a quelque chose, des choses qui sont vraiment du code. Mais l'important les commentaires les plus importants pour nous sont sur le contenu de ce qui va être tagué. Et principalement, en fait, on essaie d'utiliser l'utilisateur final comme une source d'annotation. Donc, je pense que la plupart des gens sur l'appel doivent être assez familiers avec ça, mais quand on parle de machine learning, donc d'apprentissage automatique, euh, l'algorithme, il apprend l'exemple. Donc, on a créé notre premier élan d'exemple nous-mêmes, qu'on a annoté nous-mêmes à la main. Puis, on a créé une première version du modèle qui, à l'époque, avait un taux de prédiction de 70%, enfin de précision d'à peu près 70%. Et puis, c'est avec ça qu'on est parti, qu'on a commencé à le distribuer à quelques paires de nous. Et en fait, ces gens, quand on leur montre des phrases, on les invite ensuite en dessous de ces phrases à leur dire est-ce que c'était une bonne phrase qu'on t'a montrée ou non? Est-ce que ce n'était pas une phrase qui était pertinente? Et donc, ça nous permet de continuer de collecter de l'information et l'utilisateur, quelque part, les annote pour nous aussi. Donc, ça nous permet de reprendre ces données-là pour réentraîner le modèle et pour continuer à monter en précision. Donc, encore une fois, il y a deux niveaux. Il y a le niveau technique d'utilisation d'une app et de feedback, mais c'était surtout ce qui nous intéressait surtout, c'était l'annotation du modèle et de continuer de collecter un jeu de données en fait pour entraîner notre modèle en arrière. Donc ça, c'est numéro un. Ensuite, pour répondre à la question de est-ce qu'il y a des choses, des surprises qu'on a eues, oui, parce qu'en fait, justement, cette annotation de phrases,
les gens inconsciemment annotent évidemment le modèle, mais ils annotent aussi potentiellement des thèmes. Donc, il y avait des phrases que nous, on avait tendance on avait entraîné le modèle pour reconnaître un certain type de phrase, et puis ensuite, on s'est rendu compte assez fréquemment qu'il y avait des thèmes qui, finalement, les utilisateurs nous disaient toujours, c'est pas pertinent, et c'était pas parce que la phrase était mal annotée, c'était juste parce que le thème leur semblait pas pertinent. Et donc, un exemple que je peux prendre là-dessus, c'est par exemple les cookies sur les sites Internet. Donc, au début, on a noté ça, on a noté les phrases qui disaient nous utilisons des cookies pour, etc., expliquer. Et en fait, beaucoup de gens nous disaient ça, c'est pas pertinent parce que, soit je ne sais pas ce que c'est qu'un cookie et donc, de toute façon, finalement, je ne comprends pas vraiment ce que c'est. Soit si je sais que de toute façon, il y en a partout des cookies. Puis, c'est quelque chose que quand tu vas sur Internet, tu sais que quand tu vas sur un site, s'il y a des cookies, c'est quasiment standard. Donc, finalement, ce n'est pas une surprise pour l'utilisateur. Donc, de lui montrer une clause comme ça n'avait pas de valeur pour lui, finalement. Lui, ce que l'utilisateur veut voir, c'est des choses qui sont des surprises pour lui et qui potentiellement qui ont un impact sur sa décision ou non d'utiliser le service. Donc, est-ce que parce que maintenant que j'ai vu cette clause-là, je ne veux plus utiliser le service, je veux l'utiliser, mais je vais l'utiliser d'une certaine manière parce que je sais un peu potentiellement ce qui se passe en arrière ou ce que j'encours derrière. C'est intéressant ce que vous dites parce que je dois avouer que je suis étonnée par les cookies. Personnellement, moi, c'est quelque chose que je trouve important, puis je trouve que souvent, c'est que c'est facile de les refuser. Il faut juste prendre ces quelques secondes de plus pour le faire. Puis souvent, j'ai l'impression qu'on est amené avec des nudges, qui sont en français des coups de pouce, à les accepter plutôt que de prendre ces gestes-là de plus de les refuser. Donc, oui, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un biais dans notre sélection, enfin dans notre sélection d'utilisateurs, on va dire, c'est que les gens qui ont un intérêt pour ce qu'on fait, c'est des gens qui déjà ont tendance à se soucier de leur vie privée, sont déjà partiellement éduqués sur les problèmes, donc ont déjà tendance, ils résolvent déjà le problème un peu de cette manière-là en disant non, je fais exactement la même chose. J'essaie de prendre les 3-4 secondes de plus pour cliquer autre et pour dire rejeter. Mais c'est vrai que je suis toujours surpris de voir avec quelle bienveillance l'interface est designé pour les accepter et que vraiment pour les rejeter, les boutons sont en vert pour dire accepter et puis en gris pour dire refuser. Tout est vraiment pensé pour que même si on fait l'effort d'essayer de les refuser, il y a encore, j'imagine, un pourcentage de population qui finalement finit par sans s'en rendre compte les accepter. Donc, les utilisateurs qu'on a ont tendance à déjà être un peu éveillés de ça. Il y a d'autres façons de contourner ça, d'avoir des navigateurs qui sont un peu plus privés ou d'avoir des fonctionnalités qui permettent, à chaque fois qu'on le ferme, que ça efface tous les cookies. Donc, c'est pour ça que je pense que nos utilisateurs qu'on avait jusqu'à maintenant, ils ne trouvaient pas que c'était un thème qui était pertinent, en fait. OK. C'est vraiment intéressant, puis aussi de justement ce que vous soulignez, cette espèce de manipulation directe ou indirecte, de jeu de couleurs, de qu'est-ce qui va être mis de l'avant. Puis je trouve que c'est intéressant d'avoir des outils comme ça qui vont nous aider à les souligner. Donc, voyez ces clauses-là qui sont surprenantes. Puis aussi, après ça, ça demeure notre décision. Voici les informations, à vous de prendre une décision maintenant. Ça, vous en avez discuté tantôt, puis je trouvais ça intéressant de quand même laisser à l'utilisateur le choix. L'information est présentée à partir de maintenant, c'est lui qui prend en main. Je trouve que c'est une approche très intéressante. Il y a deux points qui ont été soulignés sur lesquels je voudrais revenir. Le premier, c'est effectivement le UX et le deuxième, c'est en fait la volonté de transparence. Donc, sur la partie UI UX, pour moi, ce que je trouve fascinant, c'est de regarder l'attention qui est portée à la première page du site. Donc, quand on arrive sur un site, on peut s'imaginer qu'on arrive, que c'est aéré, il y a des photos, il y a du texte, mais du texte simple, court, rapide, facile à comprendre. C'est vraiment le bon côté de la médaille. Et dès qu'on clique sur la page de termes et conditions, c'est complètement l'inverse. C'est vraiment le revers de la médaille. C'est du texte pur et dur, aucune image, aucun espacement, rien. C'est vraiment toutes les règles qui ont été appliquées à la première ont été absolument soit
inconsciemment ou soit sciemment oublié pour s'assurer, pour présenter ce texte-là. Alors, soit c'est parce que vraiment on n'a pas envie que les gens aillent les lire, soit c'est parce qu'on dit que de toute façon, ils ne vont pas les lire, donc ça ne sert à rien d'aller essayer de mettre un effort pour les présenter d'une manière agréable. Mais je trouve ce contraste entre la partie visible, entre guillemets, d'un site et la partie cachée des termes et conditions vraiment, vraiment fascinante. Et ensuite, pour revenir sur la volonté de transparence, c'est vraiment notre vision. Nous, on pense que l'utilisateur, au final, on est juste là pour lui amener de la transparence. On n'est pas là pour lui faire des recommandations, lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Chaque personne se fera son idée puis décidera de ce avec quoi il est en accord. Donc, c'est à la fois une croyance fondamentale qui est que l'utilisateur est intelligent, il est capable de prendre ses décisions pour lui-même. Et puis même de deux, peut-être un peu plus égoïstement, et on a des gens dans la salle qui vont comprendre ce que je veux dire, c'est qu'on ne veut aussi pas être responsable de son choix. Donc, si on commence à mettre des jugements de valeur, et à lui présenter un site et lui dire ce site-là vert, c'est bon, tu peux y aller, ce site-là rouge, attention, c'est dangereux. Là, on commence à faire un peu du conseil juridique, entre guillemets, ou à faire du conseil un peu et à orienter sa décision. Et donc là, potentiellement, nous, on s'expose à un risque d'être tenu pour responsable de ce que l'utilisateur va choisir. Donc, c'est vraiment important pour nous que ce soit clair pour l'utilisateur que c'est lui qui est responsable de sa décision et nous, on est uniquement là pour amener de la transparence, en fait. Oui, tout à fait. Et puis, ça m'amène à revenir un peu en arrière. En fait, quand vous choisissez quand vous entraînez l'algorithme pour choisir les éléments importants à souligner, comment Oui. vous déterminez ces éléments importants? Puis aussi, je me demande, votre équipe est composée de quel type de profil? Mhm. Euh, alors, pour l'équipe, jusqu'à maintenant, elle est principalement de gens techniques pour réaliser toute la partie, à la fois l'extension, donc de programmeurs, de développeurs. Ensuite, on a quelques personnes qui sont des scientifiques de données, qui sont spécialisés pour la partie intelligence artificielle. Et quelques analystes aussi qui sont là pour justement aider à faire grossir le jeu de données et à la noter. Ensuite, comment est-ce qu'on a décidé justement ce qui était important, ça a été basé sur ces premiers échanges de ces premiers utilisateurs qui nous ont donné un retour sur ce qu'on avait fait en amont. Et donc, ce qu'on avait fait en tout premier lieu, ça avait été d'aller justement nous-mêmes consulter, essayer de trouver le plus de recherches possible sur j'en ai parlé dans la présentation, qu'est-ce que je risque en fait comme consommateur. Donc là, on a trouvé une série de règles, on a trouvé des articles écrits par des avocats, des gens, on a parlé avec des avocats aussi pour un peu les contrevalider, qui étaient voici les choses pour lesquelles il faut regarder quand on accepte des termes et conditions. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai mentionné la partie cookie, il y a un autre point aussi qui est sorti, des utilisateurs, et là où justement les avocats avaient tendance à nous pointer dans une direction, qui était celui donc ce qui s'appelle, le terme en français va m'échapper, mais il est assez fréquent que dans les termes et conditions, il y ait des clauses pour dire en cas de litige, ça ne se réglera pas devant une cour, ça se réglera devant un arbitre, entre guillemets. Si on prend l'exemple de Facebook, ça va être un arbitre ça va être un arbitre en Californie, par exemple. Et ça fait partie des points qui font souvent grincher les avocats, où pour eux, c'est un gros point important, un gros point noir. Attention, c'est très dangereux. Si jamais si vous devez avoir un problème, ça ne se règle pas devant les tribunaux. Mais la réalité des faits, c'est que l'utilisateur final, pour lui, ce n'est pas un point. On va prendre l'exemple de Facebook, évidemment. C'est sûr que si c'est pour un site où je suis en train d'acheter des autos ou des choses comme ça, et là, on parle de montants importants et il peut y avoir des litiges, et les litiges sont peut-être plus fréquents, et ça vaut la peine d'aller en cours pour régler le problème. Si j'ai un problème avec Facebook, je pense que de toute façon, que ce soit en cours au Québec ou que ce soit devant un arbitre en Californie, je pense qu'il y a peu de gens qui vont vraiment les amener devant les tribunaux. Et ensuite, je pense que de toute façon, justement, la jurisprudence là-dessus est que de toute façon, du moins au Québec, c'est illégal de faire ça et que tu es obligé de donner
es obligé de laisser les gens t'amener devant les tribunaux au Québec si c'est là qu'ils veulent t'amener. Donc, ça fait partie des points un peu où on a vu un décalage en fait entre nos attentes du départ qui étaient basées en partie sur des conseils d'avocats et finalement les utilisateurs de notre solution. Mais un thème qui se dessine sur ce qu'on cherche à identifier. Un, c'est l'impact financier. Donc, je l'ai mentionné avec les pièges à l'inscription, les choses qui vont être difficiles à annuler, les cartes de crédit, les autorisations automatiques de cartes de crédit, les non-remboursements, les coûts additionnels, même parfois juste les taxes, juste avoir des clauses qui disent, attends, nos frais ne comprennent pas les taxes ou ne comprennent pas les frais de douane ou ne comprennent pas des choses supplémentaires qui peuvent faire monter le coût de la facture. Donc ça, c'est vraiment tout cet aspect-là parce que ça fait partie des surprises et désagréables souvent consommateurs. Et puis ensuite, il y a un deuxième volet qui est sur les données personnelles. Et donc là, ça va être principalement donc qu'est-ce qui est collecté. Ensuite, comment est-ce que ces données, une fois qu'elles sont collectées, comment est-ce qu'elles vont être gérées? Donc, est-ce qu'il y a un partage avec des tierces parties? Est-ce qu'elles vont être entreposées? Où est-ce qu'elles vont être entreposées? Et principalement avec une importance sur les États-Unis, où on sait qu'avec le Patriot Act, etc., en théorie, le gouvernement peut accéder à ces données, même si l'utilisateur n'est pas un Américain et n'a même pas l'intention d'y aller. Et puis aussi, comment procéder pour effacer ces données. Donc là, souvent, en fait, ça fait partie des difficultés techniques de ce qu'on cherche à faire. C'est qu'en fait, souvent, les non-dits sont plus importants que le dit. Donc, parfois, dans les termes et conditions, ne pas préciser, ne pas dire nous allons effacer vos données au bout de 6 mois. Rien préciser du tout, mais c'est peut-être un red flag, mais donc la clause, elle n'existe pas, donc c'est difficile pour nous de déterminer ce qui va être fait. Mais quand c'est précisé et que, par exemple, justement, on va effacer vos données, mais ça peut prendre 1 an, ou il peut y avoir certaines données qu'on n'effacera jamais, ben, ça fait partie des flags qu'on veut lever. Et ensuite, il y a une partie qui est sur une licence du contenu. Donc ça, c'est assez fréquent aussi pour les plateformes de dire attention à partir du moment où, enfin attention justement, ce n'est pas forcément toujours mis en avant, mais dans les politiques de confidentialité, de dire tout ce que vous soumettez à la plateforme reste votre propriété, mais vous nous donnez une licence. Et là, il y a toute une série de mots qui sont quasiment toujours dans le même ordre, qui sont, donc c'est des royalty-free, irrévocable, worldwide, etc., etc. Donc, on donne une licence vraiment absolument totale sur l'utilisation du contenu. Et ça, c'est un point qui est, selon moi, assez peu médiatisé. Les gens, ils ne voient pas forcément le risque. Il y a un risque qui est faible, mais qui est qu'une fois qu'on a, par exemple, donné sa photo, il y a beaucoup d'applications d'utilisation de photos aujourd'hui pour se vieillir, pour pour se changer de sexe, pour se transposer son visage sur le visage d'une célébrité, des choses comme ça. Les gens utilisent beaucoup et en fait, ne se rendent pas compte qu'en faisant ça, ils donnent une licence sur leur photo, la photo d'origine. Et donc, la photo d'origine devient la compagnie peut l'utiliser comme elle veut. Donc, elle pourrait l'utiliser pour faire de la publicité si elle voulait. Elle pourrait le revendre comme une base de données pour meubler des sites Internet, comme ça se voit souvent, surtout si la compagnie fait faillite. On peut imaginer, ce qui est assez fréquent pour les startups, ben, quels sont les assets qu'on peut aller vendre? Qu'est-ce que la compagnie possède? Ben, elle possède des licences sur une série de photos, de milliers, voire de centaines de milliers de photos. Et enfin, le risque peut-être le plus important pour moi, puis qui est quelque chose où on cherche vraiment à alerter les gens, c'est en fait, en faisant ça, on autorise la compagnie à utiliser donc comme un jeu de données, en fait, étant une compagnie d'intelligence artificielle, on permet à la compagnie de créer un jeu de données de visage qui peut être ensuite utilisé pour perfectionner un algorithme de reconnaissance faciale. Et ensuite, cet algorithme, il peut être utilisé, la compagnie en a forcément la propriété et elle peut le vendre absolument à qui elle veut. Donc, elle peut le vendre pour des applications militaires, elle peut le vendre pour la police, elle peut le vendre pour tout ce qu'elle souhaite puisqu'elle a cette licence absolument globale sur l'ensemble des photos. Donc, voilà un peu en gros ce qu'on cherche à voir, mais c'est vraiment 2 thèmes principaux, l'impact financier et puis données personnelles, en fait. Puis c'est
Premièrement, je pense que c'est assez primordial. Tout ce que vous avez dit sur la protection des données personnelles, je pense qu'il y a un gros travail de sensibilisation à faire pour que les gens réalisent l'impact d'accepter ces conditions d'utilisation-là. Puis c'est ce Mhm. volet sensibilisation-là, je vais prendre une question qui a été posée parce que je trouve qu'elle correspond un peu à ma prochaine question. Ces Oui. pratiques constituent sans l'ombre d'un doute des pratiques commerciales non conformes aux lois québécoises et canadiennes. Croyez-vous qu'il serait possible, facile d'incorporer des mises en garde informant vos utilisateurs de cette non-conformité, profitant par la même occasion d'éduquer les utilisateurs sur leurs droits? Donc, tout ce qui est informer les gens, je ne sais pas si c'est en lien aussi avec le red flags dont vous parliez tantôt. C'est une question Oui. de Mario Langlois aussi. Merci beaucoup. Oui, mais c'est effectivement une très bonne question. Donc, ce qu'on cherche à faire, évidemment, c'est en partie d'éduquer les consommateurs. Donc, quand on va trouver ces clauses-là, c'est de les mettre en avant, pourquoi ce qu'elles sous-entendent. Il y a une fonctionnalité que j'ai montrée dans l'application, mais qui est à côté des thèmes, on a rajouté maintenant un espèce de petit point d'interrogation qui permet à l'utilisateur d'aller justement cliquer puis d'aller en apprendre plus sur cette catégorie-là et puis d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a flagué cette phrase et puis qu'est-ce qu'il peut faire pour contrer cette flag, pourquoi est-ce qu'elle est importante et qu'est-ce qu'il peut faire pour éventuellement le contrer. Et donc, cet aspect-là, c'est effectivement tout à fait en désaccord avec c'est illégal, ces clauses-là. La réalité des faits, c'est qu'une fois que quelqu'un est piégé, et si je reprends l'exemple que j'ai montré plus tôt, cette dame qui a payé 400 $, elle ne va pas aller devant les. C'est comme elle ne connaît pas forcément ses droits, et puis de deux, de toute façon, maintenant, au point où elle en est rendue, elle va abandonner. D'ailleurs, c'est là-dessus que ces compagnies se basent. C'est qu'elles savent très bien que c'est illégal, elles savent très bien que si elles commencent à essayer de leur demander des choses, ils vont devoir rembourser ou ils vont devoir les rendre. Mais ils se fient sur le fait que l'immense majorité, 80% des gens vont juste payer, rouspéter, puis passer à autre chose, puis changer leur carte de crédit ou quelque chose pour que ça n'arrive peut-être plus. Mais l'immense majorité des gens ne vont pas aller mettre leurs droits, appliquer leurs droits en fait et utiliser leurs droits et les amener devant une cour. Donc, c'est vraiment un des enjeux, c'est que nous, on cherche justement à la fois les éduquer. Le simple fait de leur dire ce qui se passe, je pense que déjà, on arrête même sans leur dire que c'est précise que c'est illégal, forcément, ça les aide encore plus, mais la simple transparence de leur dire attention, oui, c'est un essai gratuit, mais au bout de 2 semaines, si vous n'avez pas retourné le produit, vous allez être chargé, puis ensuite, vous allez être chargé tous les 30 jours. Ils vont continuer de vous envoyer la quantité de produits, même sans préciser que c'est illégal. Je pense que déjà, juste là, on arrête 9 personnes sur 10 de commander ce produit-là. C'est intéressant parce que vous avez souligné une déficience aussi de notre système de justice, que justement, quand ce genre de problème arrive, ben c'est difficile de prendre en main notre problème puis d'aller devant des cours de justice avec des longs délais. Est-ce que Mhm. ça vaut la peine pour un 400 d'aller, d'engager un avocat, de m'informer, de prendre du temps pour aller devant une cour de justice? Mhm. C'est beaucoup de responsabilité pour quelqu'un, puis c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire. Surtout si on souligne le fait que les gens n'ont pas nécessairement envie de prendre le temps de lire les conditions d'utilisation. Ouais, Est-ce qu'ils ont encore plus envie d'aller devant les cours de justice pour faire valoir leurs droits? Il y a ouais, comme un déséquilibre ici qui se passe. Puis ouais. Puis il y a un autre élément qu'on n'a pas mentionné, mais c'est celui de la honte. C'est-à-dire que les gens qui se font prendre comme ça se sentent coupables puis disent oui, c'est ma faute, j'aurais dû les lire. C'est parce que j'ai pas lu, vous m'avez pris. Donc, ils n'ont pas envie non plus ils n'ont pas forcément. Ils ont envie de l'oublier, cette histoire-là. Ils ont envie de passer à autre chose et puis de pas. Ils s'en vendent pas. Là. Les gens, quand ça leur arrive, ce genre d'histoire, il y a très, très peu de gens qui vont en parler autour d'eux. Là. Ils vont avoir honte. Ils vont vouloir payer puis passer à autre chose parce qu'ils sentent que c'est eux qui se sont fait prendre et qui n'ont pas justement fait le travail de lire les termes et conditions et que donc il y a ce sentiment-là aussi qui joue en la faveur entre guillemets, des gens malhonnêtes. Mhm. Mhm. C'est dommage parce que, comme vous l'annonciez au début, de pouvoir lire et comprendre ces conditions d'utilisation, de toute façon, c'est difficile à comprendre. Il faut avoir un certain Mhm. niveau de connaissance, il faut avoir du temps. Donc, mais oui, je comprends tout à fait ce que vous dites. Puis,
Aussi, quand vous parlez, tantôt vous parliez du Patriot Act, il y a aussi le RGPD en France. Ici, il y a une réforme des lois pour la protection des données personnelles. Quand vous entraînez l'algorithme, est-ce que ces différentes lois vous influencent? Puis, est-ce que, par exemple, si l'algorithme est utilisé en France ou au Québec, ça va changer? Alors, jusqu'à maintenant, non. Jusqu'à maintenant, on a essayé d'avoir une approche assez universelle qui est une clause qui est importante pour l'utilisateur. On juge qu'elle est importante peu importe où il habite. Donc, on cherche à flaguer finalement à peu près la même chose. Ceci étant dit, c'est une bonne question et on nous la pose souvent autour du RGPD. Est-ce que vous cherchez à identifier si c'est non conforme, non conforme? Est-ce qu'il y a un décalage là-dessus? Ou est-ce que justement le RGPD ne va pas finalement régler le problème? Donc, là, déjà, encore une fois, je vais revenir sur les deux volets qu'on cherche à voir. Il y a l'aspect financier et l'aspect protection de données. Donc, même si le RGPD règle le problème, il reste le problème des données. Mais finalement, le RGPD, on l'a évidemment beaucoup regardé et puis même évidemment même suivi une formation pour être certifié RGPD. Et en fait, ce que ça fait le RGPD jusqu'à maintenant, finalement, ça amène presque de l'eau à notre moulin, c'est que les compagnies sont maintenant obligées d'expliquer ce qu'elles font, ou dans le détail ce qu'elles collectent et pourquoi elles le collectent et comment elles vont l'utiliser. Donc finalement, ils sont obligés, au lieu de simplement dire on collecte beaucoup d'informations à votre sujet, maintenant ils doivent dire on collecte votre nom, votre prénom, votre adresse, ils doivent le détailler, ils doivent dire et on les utilise comme ceci, etc. Donc finalement, ça n'a fait que rallonger en fait le contenu des politiques de confidentialité se sont vus rallonger encore j'imagine, d'au moins un autre % parce qu'ils sont obligés de payer encore chose. Donc, finalement, le problème qu'on avait au départ, qui était les gens ne les lisent pas parce que c'est trop long. Oui, enfin, RGPD a des bons côtés. Hein, je ne suis pas en train de dire que c'était une perte de temps en soi. Ça interdit certaines pratiques, donc ça bénéficie tout le monde sans que les gens aient besoin de faire quoi que ce soit. Mais en termes de vraiment les détails de ce que ça fait et comment ça protège concrètement, c'est pas quelque chose qui est venu parer entièrement le problème. D'accord. Puis, on a une question de Mario Langlois qui demande, est-ce que votre outil s'intègre comme add-on dans les navigateurs? Oui, exactement, c'est Oui, ça. OK. J'ai dit jusqu'à maintenant, j'ai utilisé le langage un peu commun d'une extension Chrome, mais oui, c'est ça. Ça donne, donc, soit ça marche pour Chrome, qui est le navigateur principal, mais ça marche aussi pour Firefox, Microsoft Edge, etc., donc quelques autres. Et c'est exactement comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de choisir, c'est comme une application spéciale pour les navigateurs. Et puis, ça nous permet justement de détecter et puis de faire de l'affichage, etc., assez facilement, en fait. Et puis, est-ce que c'est possible de l'utiliser sur notre téléphone ou pour l'instant, c'est seulement sur les ordinateurs? Oui, c'est une bonne question. Alors, l'utilisation est pensée ordinateur aujourd'hui. Sur le téléphone, on a une première version un peu bêta, juste pour tester, alpha même, pour tester nous-mêmes. Et puis quelques approches où on cherche à faire des navigateurs qui finalement sont compatibles mobiles et qui peuvent aussi avoir les extensions Chrome. Mais pour l'instant, ce n'est pas un produit qu'on a donné, qu'on a mis en d'autres mains que les nôtres, parce qu'en fait, on a plusieurs défis là-dessus. Le premier, c'est l'affichage. Donc, on parle de textes qui sont longs, qui sont difficiles à comprendre, d'utiliser des clauses, etc., de la façon de les mettre en contexte. Et donc, sur des ordinateurs où on a des écrans qui sont beaucoup plus petits, c'est vraiment difficile d'offrir une utilisation intuitive, j'ai envie de dire, et facile pour l'utilisateur. Donc, on est encore en train de le regarder. On a une approche, la dernière en date, qui est celle de faire un peu comme la mode des swipes. Donc, en fait, on lancerait l'analyse et puis on afficherait les clauses une par une. Puis, si la clause est importante, je swipe à gauche ou je swipe à droite, et puis de faire un affichage comme ça, tout en permettant de choisir les thèmes. Donc, on est encore un peu travaillé sur la manière dont on veut le présenter, mais c'est un défi pour nous. Et on a une autre approche qu'on regarde, qui est celle de faire l'équivalent un peu d'un chatbot, donc potentiellement intégré avec
avec WhatsApp ou Facebook Messenger, où en gros, l'utilisateur peut nous une adresse courriel enfin une adresse courriel, pardon, une adresse web d'un site qu'il veut qu'on analyse et puis en ce moment-là de lui afficher comme dans une fenêtre de discussion, voilà ce qu'on a vu et puis potentiellement d'avoir aussi un peu une interaction à ce niveau-là en lui disant est-ce que c'est intéressant, oui ou non. Mais ça reste un peu un défi pour nous. C'est la partie mobile. Ceci étant dit, la majorité de nos utilisateurs, donc les gens qui ont tendance à se préoccuper à la fois de leur vie privée et potentiellement de leurs finances, sont des gens qui sont plutôt entre 30 et 50, qui ont une utilisation plus intensive qui utilisent évidemment des téléphones portables, mais qui font beaucoup de choses encore sur desktop. Et donc, pour l'instant, ça n'a pas été vraiment un frein pour nous. Mais c'est quelque chose qu'on garde, puis ça fait partie de nos défis actuels, c'est de trouver la bonne formule pour la partie mobile. Mhm. Et est-ce que les utilisateurs ont l'option de personnaliser leur utilisation dans le sens qu'ils peuvent décider, ah, pour moi, c'est vraiment l'aspect financement qui est important, je veux juste avoir des informations là-dessus. Oui, alors pas encore, mais très très rapidement, ça va être le cas. On va permettre à l'utilisateur effectivement de choisir parmi les thèmes que nous, on flag, donc de choisir lesquels thèmes est-ce qu'il veut qu'on lui montre. Et potentiellement, on peut même devenir un peu plus granulaire que ça et lui permettre de choisir le seuil avec lequel il veut qu'on lui montre ce genre de phrase. Donc, par exemple, il peut choisir que pour tout ce qui est impact financier ou pénalité financière ou frais supplémentaires, il peut dire ça, je veux mettre un seuil très bas parce que je veux que toutes les phrases qui éventuellement tombent dans cette catégorie, je veux vraiment être sûr de les voir. Donc, des fois, je veux en voir qui ne seront pas pertinentes, mais je veux vraiment être sûr de les voir. Par contre, tout ce qui va parler de données personnelles, ben là, je peux mettre un seuil élevé pour dire là, vraiment, montre que vraiment les choses qui sont où le modèle est sûr quasiment à 100% que c'est une phrase pertinente, de voir des clauses qui peut-être touchent à ce sujet-là, ça ne m'intéresse pas. Je veux vraiment voir les phrases dont je suis sûr à 100% que c'est en lien avec ce sujet. Donc à ce moment-là, ça permet de vraiment jouer puis d'avoir une expérience utilisateur unique en fait. Et puis, avec cette expérience d'utilisateur plus personnalisée, c'est intéressant pour l'utilisateur parce que ça correspond vraiment à ses besoins. Mais en même temps, vous, de votre côté, vous accumulez certaines données. Vous avez des données sur les pratiques des utilisateurs. Vous allez sûrement aussi voir un peu quelles sont les priorités de vos utilisateurs. C'est quand même des données qui sont assez précieuses. Comment vous gérez votre collecte de données? Oui. Alors, jusqu'à maintenant, la collecte, enfin, quoi qu'il arrive, finalement, quand un utilisateur arrive sur un site et lance l'analyse de l'ensemble des termes et conditions, nous, on va collecter l'ensemble des termes et conditions parce qu'on sait que ça va nous servir d'une manière ou d'une autre. On pourra potentiellement nous-mêmes à la main retourner les voir et les lire et essayer de voir s'il y a des choses qu'on a ratées ou non, ou réentraîner ou essayer d'appliquer des nouveaux modèles à ces. Donc, c'est vraiment la priorité jusqu'à maintenant a été de grossir la base de données parce que plus cette base de données va être grande et importante, plus ça va être vraiment l'essence pour faire tourner le moteur d'intelligence artificielle en arrière. Donc, on cherche à collecter le plus de données sur les termes et conditions que possible. Sur les utilisateurs en eux-mêmes, pour l'instant, on collecte absolument aucune donnée. Et puis, c'est une volonté aussi. Il faut être logique et transparent avec ce qu'on fait. On cherche à mettre en avant ce genre de problème. Donc, on ne peut pas nous-mêmes, évidemment, le faire. Ceci étant dit, effectivement, l'usage de chaque utilisateur sans savoir, on n'a pas besoin de savoir son nom, ni son âge, ni ce qu'il fait, ni où il habite, mais juste de savoir quelles sont les phrases qu'il trouve pertinentes ou non, ou quels sont justement les thèmes qui sont importants et dans quelle mesure, c'est effectivement, ça nous aide à réaffiner le produit puis à savoir dans quelle direction on doit continuer de travailler. Mais c'est sûr que ça a été un thème dès le début qu'on a pris très au sérieux, la protection des données qu'on est capable de faire parce que dans la réalité des faits, si on voulait, en tant qu'extension Chrome, on peut savoir beaucoup de choses sur ce qui se passe et ce que fait chaque personne. On peut savoir quasiment tous les sites qu'il va visiter, combien de temps il y reste. Enfin, on pourrait savoir toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment important pour nous
d'anonymiser à la source en fait l'utilisateur. Donc l'utilisateur pour nous est qu'un numéro et on n'a pas de moyen de savoir qui se cache derrière ces numéros-là. Tantôt, quand vous parliez du RGPD, vous avez dit quelque chose d'intéressant comme quoi ça participait à allonger les conditions d'utilisation. Et moi, j'avais plutôt l'impression que dans les années à venir, il y a beaucoup de discussions autour du consentement libre et éclairé sur Internet qui devrait être différent de celui à l'extérieur de l'environnement technologique et qu'il y a toujours cette possibilité-là que les lois régissent ces conditions d'utilisation sur Internet. Donc, est-ce que vous pensez que le rôle de iAgree tend à évoluer dans les prochaines années, puis que c'est quelque chose qui pourrait arriver que ce soit imposé aux sites Internet de réduire considérablement leurs conditions d'utilisation et comment vous pourriez répondre à ces nouvelles législations? Oui, ben c'est éventuellement une avenue, c'est qu'à terme à force de grossir et de développer aussi nous notre expertise, de proposer cette expertise-là, si les compagnies se trouvent à être obligées de les réduire, d'amener notre expertise, nous, dans justement la réduction. On parlait plutôt de savoir ce qui est important pour les utilisateurs, ce qui compte, de leur permettre de faire des choix, etc. Donc, nous, ça nous permettrait aussi d'avoir cette expertise-là qui évidemment se monnaie, de dire, nous, on sait ce qu'un utilisateur s'attend à voir, ce qu'il ne veut pas voir, les clauses qui vont faire qu'il va s'en aller et pas utiliser votre site. Donc, ça peut être une évolution. J'ai du mal à qu'on veuille, comme ce qui a été fait pour le RGPD, qui est de dire on veut plus de description de comment les données sont utilisées. On veut que ce soit écrit, mais c'est resté très, très vague. C'est-à-dire que dans les consignes, c'était on veut que ce soit écrit dans justement un langage plus abordable, mais si ce n'est pas défini, si ce n'est pas mesuré, s'il n'y a pas un barème pour dire il faut que ce soit lisible avec des tests de score, j'en ai parlé en tout début de présentation, il y a des tests de lecture qui existent pour savoir la longueur des phrases, la complexité des mots, etc., pour attribuer un score. Tant qu'il n'y a pas vraiment une limite clairement établie, ça reste que finalement des consignes et j'ai du mal à voir comme ça peut faire bouger les choses et comment surtout même la législation pourrait devenir, vous n'avez pas le droit d'écrire des termes et conditions de plus de 5000 mots. Pour des sites comme Facebook, effectivement, peut-être que c'est logique, mais il y a certains services où c'est des services très spécialisés où je peux comprendre que parfois on a besoin que le contrat soit très long. Donc j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on pourrait vraiment légiférer de manière stricte là-dessus. Oui, c'est vrai, c'est intéressant ce que vous soulevez. Je pense aussi que c'est un débat qui continue, où les discussions sont encore il faut encore les alimenter. Mais je pense que en général, on n'aura pas le choix de changer cette approche qui est déjà beaucoup trop longue. C'est juste que comment le faire, ça demeure encore une question. Mais je pense que si votre raison d'être soulève un problème qui devrait être encadré au minimum pour faire en sorte que les gens puissent au moins comprendre ce à quoi ils adhèrent, mais au moins, vous êtes là en attendant. Et puis, quand vous avez fait votre présentation tantôt, vous avez mentionné que pour l'instant, vous ne vous concentriez pas vers le B2B, qui est business to business. Donc, par exemple, travailler avec un cabinet d'avocats qui voudrait faire l'analyse par l'intelligence artificielle de contrats. Est-ce que c'est quelque chose que vous projetez faire dans l'avenir ou vous voulez vraiment vous concentrer sur l'utilisateur d'Internet, le justiciable plutôt? Oui. On veut vraiment se concentrer sur le consommateur parce que d'une, c'est un marché qu'on connaît, parce que encore une fois, c'est égoïstement, c'est mon marché à moi, c'est ma frustration à moi, c'est ce que je fais moi dans mon quotidien. Donc, je sais ce qui peut être intéressant, je sais je suis capable de comprendre mon utilisateur parce que je le suis. En tant qu'avocat, je ne suis pas avocat, donc les besoins d'un cabinet d'avocat, je vais avoir plus de mal à les comprendre. Un. Deux, je pense que c'est beaucoup plus précis, pointu. Je pense que dans beaucoup de cas, on aurait besoin d'avocats pour nous aider à développer la solution. Donc, encore une fois, ce n'est pas nos forces aujourd'hui. Et puis, troisièmement, c'est un marché qui existe déjà. Il y a déjà des joueurs
dans l'intelligence artificielle, sur l'analyse de contrats ou sur les logiciels de gestion de contrats pour les avocats. Donc, c'est un marché qui est déjà existant avec des gros joueurs, avec des gros moyens. Et donc, nous, on serait assez malvenu d'essayer de venir concurrencer là-dessus. On n'a pas de force, on n'a pas vraiment de disruption, on n'a pas de choses qui seraient vraiment nouvelles là-dessus. Donc, ça, c'est notre approche un peu finalement quelque part contradictoire avec le marché. C'est qu'on pense qu'il y a tout un volet contrat consommateur qui est non desservi aujourd'hui. Et ça fait partie des choses, si on regarde l'intelligence artificielle comme toute technologie, qui finalement amène de faire baisser le coût d'utilisation de quelque chose. Et ben, ça fait partie des choses où justement aujourd'hui, gérer des contrats, c'est très dispendieux. C'est principalement utilisé par les compagnies ou par des individus à portefeuille élevé. Qui ont des assistants personnels qui vont gérer leurs contrats pour eux ou qui vont avoir même dans certains cas des contrats avec évidemment des avocats, mais c'est des contrats de gré à gré, donc c'est des contrats qui sont spécifiques. Là où l'avantage, selon moi, des contrats consommateurs, c'est des contrats d'adhésion, c'est quasiment le même contrat pour chaque utilisateur. Donc, finalement, pour moi, je trouve que c'est presque plus facile de faire l'analyse de ces contrats-là. Et après, tu as un marché qui est plus large. Mais par contre, évidemment, il faut que le prix unitaire suive. Donc, nous, on voit ça vraiment comme ça, c'est que l'intelligence artificielle permet de rendre ce service de gestion et d'analyse de contrats moins cher et donc finalement de le mettre à la disposition de plus de monde. La prochaine question, c'est une question un peu plus large, puis on ne peut pas vraiment passer à côté en ce moment de la question de la pandémie. J'aimerais savoir, est-ce que ça a influencé d'une quelconque façon le travail de iAgree et le le domaine du legal tech en général? D'un point de vue opération, ça n'a pas changé grand-chose. On avait déjà une approche, je suis un grand croyant dans le travail à la maison. Donc, c'était déjà comme ça qu'on engageait les gens, puis c'était une des choses qu'on mettait en avant. De temps en temps, tu travailles de la maison. Pour moi, ça a beaucoup de flexibilité, beaucoup d'avantages. Donc, finalement, ça s'est avéré être encore plus une force qu'on pensait. Donc, sur les opérations et sur le quotidien, ça n'a pas changé grand-chose. Ensuite, sur les vents éventuellement contraires ou dans les voiles qu'on peut avoir avec cette pandémie, ça a plutôt tendance à nous amener le vent dans les voiles puisque les gens font encore plus de transactions sur Internet, donc sont amenés à accepter encore plus de termes et conditions. Justement, certains segments, certains utilisateurs qui n'avaient pas l'habitude de faire des choses sur Internet, qui préféraient les faire en personne, se retrouvent à être maintenant quasiment forcés. Finalement, le besoin pour notre solution est presque plus important. Et surtout, si j'ajoute au fait que justement, la partie impact financier, on sait que il y a des portefeuilles qui sont très fragiles et il y a des gens à qui se faire avoir, comme l'exemple que j'ai montré de $400, ça fait que peut-être ils manquent leur hypothèque le mois suivant. Donc, les gens sont encore plus pointilleux sur les dépenses et surtout les dépenses imprévues qui peuvent éventuellement passer sur la carte de crédit sans qu'on s'en rende compte et qui engendrent des problèmes encore plus importants derrière. Donc, je pense que les gens vont être encore plus vont prêter encore plus attention à ce genre de dépenses. Donc, nous, c'est plutôt quelque chose qui nous renforce dans notre vision de ce qu'on veut faire et de ce qu'on amène au marché, en fait. On a une question de Andréane Morin qui demande comment financez-vous iAgree? Y a-t-il un coût pour l'utilisateur? Alors non, il n'y a pas de coût pour l'utilisateur jusqu'à maintenant, surtout pour la version bêta. Comment est-ce qu'on le finance aujourd'hui? On le finance principalement on a fait une petite levée de fonds quand on a commencé. On a participé à plusieurs programmes, on a gagné plusieurs prix d'innovation qui nous ont permis de subvenir à nos besoins jusqu'à maintenant. Mais l'idée, c'est assez rapidement de passer à ce que j'ai parlé assez rapidement des contrats consommateurs et de ce qu'on peut amener. Donc, l'idée, c'est d'offrir en fait deux versions de l'application. Donc, une version
gratuite pour les termes et conditions. Et puis une version poussée, premium, payante, avec à la fois les termes et conditions, mais justement un peu l'ensemble des contrats consommateurs. Et là-dessus, d'amener une vraie innovation sur justement toute la gestion du cycle de vie du contrat. Donc, en tant que consommateur, au moment où j'accepte un contrat, justement de le voir analyser, de voir des clauses identifiées, mais ensuite potentiellement même d'utiliser toute cette reconnaissance, toute cette extraction d'informations depuis le contrat pour automatiser certaines tâches. Donc, si je suis capable de reconnaître les clauses qui parlent de la durée du contrat et des conditions pour votre fin, je suis capable de savoir à quelle date est-ce que je dois rappeler à l'utilisateur que son contrat touche à sa fin et que s'il veut ne pas le renouveler, c'est le moment d'agir, potentiellement même lui proposer justement un genre de template avec voici comment faire, voici une lettre de résiliation et puis potentiellement même de pousser jusqu'à la négociation de nouveaux contrats. Donc, par exemple, si on prend l'exemple des telcos, donc ça peut être de découvrir que voilà un contrat qui va durer 2 ans. Pour l'annuler, il faut prévenir 60 jours avant les 2 ans. Voici ce qu'il y a dans le contrat. Donc, voici un peu les choses pour lesquelles l'utilisateur paye aujourd'hui. Et puis, de lui automatiser la tâche et potentiellement de lui pousser. J'ai trouvé un nouveau contrat à l'issue des 2 ans ou peu avant les 2 ans. J'ai trouvé un nouveau contrat avec les mêmes avantages, mais qui coûte peut-être $50 de moins, et puis de permettre vraiment juste en un clic d'aller gérer tout ça. Donc, c'est d'aller appliquer ce que j'ai mentionné un peu plus tôt, c'est les outils de gestion de contrat qui existent aujourd'hui dans le domaine professionnel, de venir les appliquer sur le marché consommateur. Et là, je pense que la valeur qu'on amène à l'utilisateur, elle est plus facile de justifier un coût et de payer pour ce service-là. C'est très intéressant. Et Merci. Andréane Morin demande, peut-on vous proposer des contrats ou TNC en PDF ou uniquement sur des sites Internet? Très, très bonne question. On est aujourd'hui, c'est uniquement site Internet, mais on est très avancé sur une version PDF, extraction de PDF, justement dans cette logique de passer à des contrats consommateurs un peu plus classiques qui, dans l'immense majorité des cas, vont être en PDF. On travaille déjà à l'interne avec avec une extraction de PDF. Donc, on s'apprête à le proposer assez rapidement. Donc, je conclurai avec une dernière question. Vous allez lancer cette semaine donc, la version bêta publique. Puis, quels sont, on a quand même touché à plusieurs sujets au fur et à mesure de la conférence, mais quels sont vos projets? Comment vous comptez vous tenir tout le temps à jour au fur et à mesure que le programme évolue? Et comment aussi vous comptez rester à l'écoute des besoins des utilisateurs et vous adapter à ces besoins-là qui risquent d'évoluer dans les semaines, les mois, les années à venir? Ben, c'est sûr on a une approche agile, on va dire, de par notre nature de start-up. Donc, il est possible qu'effectivement, dans 2 mois, dans 3 mois, quand le produit public, enfin la bêta publique est lancée, on se rende compte que finalement, 50% de nos utilisateurs sont un tel profil et eux, ce qui les intéresse, c'est uniquement la partie gestion de la vie privée. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, ça guide nos choix. Donc, c'est vraiment cette approche de voir là où ça mord, là où ça prend, là où il y a de l'attraction. C'est comme ça qu'on le voit. Et après, évidemment, surtout, il va y avoir un volet, on en a touché 2 mots, mais de monétisation. Et donc, il va falloir voir où est-ce que la valeur est générée et où les gens sont prêts à payer pour faire continuer d'évoluer le produit. Parce que, évidemment, on est une startup. Si on n'a pas de revenus pendant plus d'1 an, le projet va mourir. Donc, c'est la réalité pour nous. Donc, c'est de trouver assez rapidement justement une source de monétisation, même si elle est faible dans un premier temps, mais de montrer qu'il existe un marché qui est prêt à payer pour un certain aspect de la solution. C'est ça qui nous donne la direction et puis c'est ça qui nous fait survivre potentiellement parce que c'est aussi ça qui conditionne les investisseurs qui aiment voir un début de revenu et pas simplement une brillante idée qui est non prouvée.
Bien, merci d'avoir accepté de venir nous présenter I Agree aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment une application qui est intéressante et qui gagne à être connue. Ça répond à un besoin qui est comme assez urgent, je trouve, et puis que c'est important au moins de donner cette option-là aux utilisateurs et aux consommateurs d'avoir accès à ces informations-là. Puis j'aime beaucoup votre approche, justement, comme on en discutait tantôt, de les laisser décider par eux-mêmes une fois informés des choix qu'ils vont faire. Donc, merci pour votre temps, merci pour cette Avec plaisir. discussion. Puis, je vous souhaite vraiment de pouvoir continuer, puis je vais vous suivre, c'est certain. Mario Langlois, un participant aujourd'hui, vous remercie aussi. Excellente présentation, bon succès dans votre entreprise. Merci, merci.